Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. En ce qui nous concerne, ce sera un pas de 2000 km pour atteindre les îles Lofoten en Norvège. Un voyage dans cet archipel comporte toujours une part de rêve. Et pour rêver, quoi de mieux que d'avoir la tête dans les nuages? Ceci nous permet d'appréhender en une seule vue ce qu'est ce pays. Un territoire équivalent à 10 fois la Belgique, mais avec une population 2 fois moindre. Il est principalement couvert de forêts, avec un relief très accidenté, de nombreux lacs et des côtes découpées par plusieurs centaines de fjords. Si on inclut toutes les îles, la Norvège possède 83 000 km de littoral. Ces gisements de gaz et de pétrole en ont fait un des pays les plus riches du monde, ce qui leur permet d'avoir une politique sociale très développée. Elle se classe au premier rang sur l'indice du développement humain. Revenons sur Terre à Bodø afin d'y prendre notre dernière correspondance pour le seul aéroport des Lofoten, Leknes. Notre visite se limitera à la partie sud des îles qui concentre les plus beaux panoramas. De là, un trajet d'une bonne heure en voiture nous amènera à notre base au petit village de Sund. Celui-ci est un bon résumé de ce que nous devons savoir sur les îles Lofoten. Tout d'abord, le type d'habitation traditionnelle dans les villages de pêcheurs, le rorbu. Cette construction est une cabane temporaire qui servait d'abri aux pêcheurs uniquement pendant la saison de pêche. À l'origine, le rorbu était équipé de lits superposés où tout l'équipage d'un même bateau pouvait y dormir et se restaurer. Il était construit au plus proche de la mer pour pouvoir y débarquer ou embarquer directement du bateau. Aujourd'hui, les rorbus ont été transformés en cabines tout confort avec cuisine équipée, salle de bain, toilettes, canapés et lits de grande taille. La plupart disposent d'un balcon ou d'une terrasse face à la mer. Nous nous trouvons au nord du cercle polaire et l'archipel est composé de 5 îles principales et de plusieurs centaines d'îlots qui s'étendent sur 200 km de long. Sa superficie est d'un peu plus de 1200 km² et on y compte environ 24 000 habitants. Sa particularité est d'être baigné par les courants chauds du Gulf Stream, ce qui lui donne une température bien plus élevée par rapport aux autres régions de la même latitude. Les mois de janvier et de février ont une température moyenne qui n'est que légèrement en dessous de 0 degré. Les premiers occupants s'y sont établis il y a environ 6000 ans. Ils vivaient principalement de la pêche et de la chasse, mais l'agriculture se développa rapidement et on y cultivait déjà le blé il y a 4000 ans. L'élevage du bétail se limite à quelques moutons et quelques bovins. Y venir par des nuits sans lune poursuit bien évidemment un objectif très précis, celui d'observer ces lumières du nord, les aurores boréales. Nous avons pu en observer une le soir même de notre arrivée depuis la terrasse du rorbu. Les aurores peuvent se produire sur toute planète possédant un champ magnétique. Ce phénomène est caractérisé par des voiles colorés plus ou moins lumineux dans le ciel nocturne, le vert étant souvent prédominant. Les meilleures conditions atmosphériques pour les observer sont avec un ciel clair, au minimum dégagé, de préférence sans lune et dépourvu de lumière parasite, ce que nous avons rarement eu, malheureusement. Les aurores polaires sont associées à de nombreux mythes et légendes. En Finlande, elles seraient provoquées par les renards polaires qui, en courant dans les vastes étendues enneigées, éjectent avec leur queue de la poussière dans le ciel. En Chine, elles sont considérées comme des serpents ou des dragons dans le ciel. Au Moyen Âge, en Europe, elles présageaient une catastrophe avec leur teinte rouge associée au sang et à la guerre. Les aurores ont pour origine une éruption solaire qui envoie des particules électrisées qui entrent alors en collision avec le bouclier de la magnétosphère. Elles sont ensuite canalisées par les lignes du champ magnétique terrestre. Ces particules vont ioniser les atomes de la haute atmosphère qui retrouveront un état stable en émettant un peu d'énergie sous forme de lumière. Les aurores peuvent prendre plusieurs teintes, passant du vert au rose, au rouge ou au violet. La présence dans l'atmosphère de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote dépend de l'altitude, et cela donnera des rayonnements lumineux de couleurs différentes. L'oxygène émettra principalement du vert et du rouge,
tandis que l'azote émettra du bleu, du rouge et du violet. L'oxygène étant plus présent à haute altitude, donnera la partie prédominante de vert dans les aurores boréales. L'activité du Soleil évolue selon un cycle de 11 ans. Cela signifie que tous les 11 ans, il y a un pic d'activité, donc un pic des aurores boréales. Le prochain pic d'activité est attendu pour 2024 ou 2025. À bon entendeur, salut. Nous nous déplaçons un peu plus au sud de l'archipel, à Rennes, qui est également un petit village de pêcheurs des plus représentatifs de la culture et de la nature norvégienne. Il est surplombé par de hautes montagnes abruptes, dans une harmonie parfaite entre mer et montagne. C'est un des villages les plus photographiés de Norvège. Son image à elle seule évoque les Lofoten et sa réputation est telle qu'on le qualifie d'une des plus belles baies du monde. La photo typique est celle de la baie de Gravdalsbukta, avec en arrière-plan la montagne Holzingen. Le village a été une grande source d'inspiration pour le cinéma, comme Disney avec La Princesse des Neiges ou pour un des parcs à thème en Floride. On retrouve le village dans d'autres parcs à thème, celui de Legoland au Danemark ou de Madurodam aux Pays-Bas. Coca-Cola s'en est servi de base de lancement pour une campagne publicitaire intitulée Coca-Cola Life. Il est depuis 1743 un important centre de pêche et de commerce de la morue et de filets de poissons séchés. Le village fut partiellement détruit par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous le savons, la météo est changeante au Lofoten, et une journée ensoleillée, la veille, peut succéder à un matin brumeux et pluvieux. Le vent et la fine pluie ne font pas un bon ménage avec les objectifs et les photos deviennent vite un peu bizarres. Par contre, l'association de la pluie et d'un soleil dans le dos peut amener à des compositions plus heureuses. Rennes est constituée de plusieurs îles reliées entre elles par des ponts. Si on peut y trouver quantité de rorbous, il en est de même sur une autre île de Rennes, celle de Sakrisøy. Si vous êtes de passage à Sakrisøy, il est impossible de ne pas vous arrêter au restaurant Anita Seafood. Son décor est unique, avec ses lampes suspendues garnies de filets de poissons séchés. Toutes les spécialités de poissons y sont disponibles, que ce soit pour manger sur place ou pour emporter. La plus célèbre d'entre elles est un burger de poisson surmonté de crevettes et de saumon. Ici, nous pouvons accompagner notre repas par un verre de vin, tout en sachant qu'il nous en coûtera 12 € le verre, soit 2 fois le prix en Belgique. Il faut savoir que la vente d'alcool dans les pays scandinaves est un monopole d'État et que l'on ne peut s'en procurer qu'en certains lieux et encore à certaines heures de la journée uniquement. Il n'est pas possible d'en trouver dans les supermarchés qui ne peuvent vendre que de la bière et du cidre. Ces mesures font partie d'un plan visant à limiter la consommation d'alcool dans un pays où la rigueur et la longueur des hivers pousseraient à s'enivrer. Le restaurant d'Anita dispose également d'une boutique où l'on peut se procurer toutes sortes de poissons frais, de fruits de mer, de sandwichs ou de souvenirs locaux. Prenons un peu l'altitude pour dépenser les calories prises au restaurant et profiter des différentes vues que ce point dominant nous offre sur les baies environnantes. La pêche fut pendant des siècles la principale ressource économique du pays. La saison s'étendait de janvier à avril. Début d'année, les morues quittent la mer de Barents pour descendre et pondre leurs œufs dans l'archipel. Leur voyage, parfois de plusieurs milliers de kilomètres, leur donne une musculation exceptionnelle et une texture particulière. Les morues portent alors le nom de scraies. La morue séchée était la marchandise la plus importante et était expédiée pratiquement dans tous les pays d'Europe. La majorité des scraies sont ainsi découpés en filets et mis à sécher, attachés à des rondins horizontaux. Le poisson va perdre jusqu'à 70% de son poids. Une fois séchés, les filets portent le nom de stockfish. Nous savons que grâce au Gulf Stream, le nord de la Norvège
bénéficie d'un climat particulièrement doux, avec des températures aux alentours de 0 degré en hiver, et avec juste ce qu'il faut comme vent, comme pluie et comme soleil pour réaliser un séchage parfait du poisson. Avec ces conditions, pas de mouches ou d'autres insectes pour s'attaquer aux filets de poisson suspendus à l'air libre, et leur forte teneur en sel décourage également les oiseaux de s'y risquer. Une photo emblématique de Sacrisoy est cette petite maison de pêcheurs, tout en jaune et qui se détache sur le fond d'une montagne de forme triangulaire, semblable à la géométrie de sa toiture. Continuons notre route vers le sud et garons la voiture pour monter aux chutes d'eau de Sorvagen. La réputation de la cascade de Sorvagen n'est pas due à sa taille. Il y en a bien d'autres plus majestueuses en Norvège, mais plus au fait de sa situation géographique. Elle se trouve sur un parcours de randonnée, elle est adossée à des pics montagneux et à proximité d'un lac tout en bénéficiant d'un magnifique point de vue sur la mer. Il n'est pas rare d'y croiser quelques touristes asiatiques, tant ces chutes font partie des incontournables du circuit découverte. En poursuivant notre route, toujours en direction du sud, nous atteignons le village le plus au sud de l'archipel, un A surmonté d'un petit rond et qui se prononce O. C'est le point d'arrivée de la route européenne numéro 10. Cette route, longue de 924 km, part de Luleå en Suède et descend continuellement vers le sud. L'appellation Haut du village est plus touristique qu'historique. Elle date seulement de 1986. Et elle a été choisie parce que c'était la dernière lettre de l'alphabet norvégien, tout comme il est le dernier village le plus au sud. Ce fut également un important port de pêche jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ces séchoirs traitaient plus de 700 000 morues par saison. Depuis lors, son économie s'est progressivement tournée vers le tourisme. La partie centrale est composée d'anciens bâtiments préservés, ce qui lui donne des allures de musée vivant. Nous allons maintenant remonter progressivement plus au nord de Rennes jusqu'à Flagstad, mais en faisant 2 haltes. Peu avant, à Fredvang, et tout de suite au lac de Solbjørvatnet. On accède au lac par un chemin pentu, serpentant dans un petit vallon. Toujours situé sur le territoire de Flagstad, le lac de Solbjørvatnet couvre une surface de 5 km². Le plafond nuageux assez bas n'empêche pas les montagnes de s'y contempler. Ensuite, nous redescendrons prudemment dans la vallée pour reprendre la route. Le village de Fredvang est isolé par 2 bras de mer qu'enjambent successivement 2 ponts, seule liaison terrestre avec le reste de la Norvège. Les 2 ponts, inaugurés en 1988, ont une longueur de 140 mètres avec une travée de 115 mètres. Le soir tombant nous offre les reflets d'un ciel lourd dans le plan d'eau. Nous avons vu que la municipalité de Flagstad regroupe plusieurs villages typiques de pêcheurs, dont Fredvang, que nous venons de quitter, et de belles plages comme à Ramberg. Ramberg est le centre administratif de Flagstad. Il dispose aussi d'un petit centre commercial et on peut parfois y croiser en été certaines têtes couronnées pratiquant le kitesurf. Les plages ne sont pas toutes constituées de vastes étendues de sable, mais aussi de grandes bandes de rochers granitiques qui leur confèrent alors un aspect plus sauvage. Elles sont entourées de montagnes pointues qui se reflètent dans la mer, avec des couleurs tantôt turquoise, tantôt bronze. Elles nous mettent dans l'ambiance des Caraïbes, mais avec une ressemblance qui s'arrête là, lorsqu'on prend en compte la température ambiante. La réputation de Flagstad tient également à une église pittoresque, tout en bois et de couleur rouge. Elle fut bâtie sous sa forme actuelle en 1780, sur une base de plan en croix, avec une influence russe comme en témoigne le bulbe à la base du clocher,
ainsi que plusieurs éléments de décoration à l'intérieur. Elle est peinte en rouge, comme c'était la tradition fin du XVIIIe siècle. Le bois employé à l'origine était en partie ramassé sur la côte et provenait de Sibérie. Les arbres emportés par les rivières étaient finalement rejetés sur les plages norvégiennes toutes proches. La première trace écrite sur l'église remonte à 1430, mais ses fonds baptismaux sont datés du XIIIe siècle, époque probable de sa première construction. Elle fut détruite par une tempête, puis reconstruite telle que nous la voyons aujourd'hui, avec une capacité de 300 places. Le clocher actuel fut également balayé par un ouragan quelques années à peine après sa construction, et il ne fut remis en place que pendant la rénovation de 1938. Un vieux cimetière nous permet d'ouvrir une vue sur l'au-delà, tout en restant prudemment près d'ici. Nous venons de visiter plusieurs villages, mais celui qui retiendra notre attention est sans hésitation celui de Nusfjord, où un petit crachin nous accueille. De quoi s'inquiéter? Oh non, nous savons maintenant qu'ici il y a 4 saisons dans une même journée, il nous suffira donc d'avoir un peu de patience et d'attendre. C'est un des villages les plus typiques des îles Lofoten, telle une perle jaune et rouge que l'océan aurait déposée entre les montagnes. Début des années 1900, plus de 1500 pêcheurs opéraient à partir de ce port. Ces pêcheurs provenaient de différents endroits le long de la côte norvégienne, mais seule une minorité venait des îles Lofoten même. Les plus aisés dormaient dans les cabanes de pêcheurs que nous connaissons bien, les rorbous, tandis que les plus pauvres retournaient simplement leur barque pour s'abriter en dessous. L'emplacement du port est idéal, juste derrière une barre rocheuse qui lui offre une excellente protection contre les tempêtes. Il atteint son apogée au milieu du XIXe siècle. Son activité déclina alors lentement durant le XXe siècle, sans toutefois s'arrêter complètement. Le port est entouré d'une cinquantaine de rorbous, majoritairement peints en rouge, et en rouge tout simplement parce que c'était la couleur la moins chère à produire. Le village est alimenté par une petite centrale électrique toujours en activité. C'est la 3e plus vieille centrale de Norvège. Au centre du village se trouvaient 2 usines de fabrication d'huile de foie de morue, l'une pour un usage médical et l'autre pour l'industrie. Il y avait également une boulangerie, toujours accessible aujourd'hui, un fumoir à saumon et bien évidemment tout ce qui était nécessaire pour la fabrication et l'entretien du matériel de pêche. Le village possédait une des quelques rares scieries des îles Lofoten. Les troncs y étaient amenés par flottaison. Toutes les poutres et les planches pour les besoins du village y étaient débitées. En 2005, l'usine de transformation du poisson connut une terrible explosion qui mit fin à ses activités. Les bâtiments ont été alors convertis en un complexe de loisirs. Tout en conservant le style de l'époque, une vingtaine de cabines, mariant le traditionnel au moderne, peuvent accueillir les touristes. Vous pouvez également profiter d'un sauna en plein air, d'une boutique décorée à l'ancienne, d'un passage dans l'ancien atelier de salage transformé en galerie d'art ou d'une visite au musée. Nusfjord est devenu un centre de relaxation où les touristes d'un jour ne peuvent plus y circuler en voiture. On peut y pratiquer la pêche en eau profonde, la balade en bateau, la randonnée en montagne ou tout simplement y passer quelques moments dans une profonde quiétude. Nous allons remonter encore un peu plus vers le nord et ce sera la fin de notre périple. Mais en attendant, profitons encore d'une des richesses des Lofoten, son littoral. La balade commence à Myrland, qui nous offre un paysage plus rude, avec ses multiples rochers éparpillés dans le sable blanc. Puis nous passons par Auckland, plage également réputée en Norvège. Elle se situe à 10 minutes à peine de notre aéroport d'arrivée, Leknes. Tantôt, des parties plus rocheuses succèdent à de larges bandes de sable. Ses eaux cristallines et son sable blanc évoquent un paradis arctique. On peut y pratiquer de nombreuses activités, du kayak, du paddle, ou tout simplement déguster un bon café dans les restaurants en bord de plage.
La dernière plage, la Der Deder, sera celle d'Oudakleif, qui est une des plus visitées et des plus photographiées. Le Times la nomma en 2005 comme la plage la plus romantique. Elle présente un aspect plus large et plus ouvert que les autres, avec un arrière-plan montagneux plus éloigné. Elle est bordée d'une étendue herbeuse où on peut facilement camper et pique-niquer. C'était encore temps de jeter un dernier regard sur cette alliance de la terre, de l'eau et du feu. Nous devons malheureusement penser aussi à faire nos bagages, qui seront lourds de souvenirs. La météo qui nous accompagne pour notre retour nous enlèvera tout regret de ne pas pouvoir rester encore quelques jours sur place. Et c'est à nouveau la tête près des étoiles que nous remémorerons ces moments magiques.